Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du Forum économique breton. Alors pour celles et ceux dont c'est le premier jour, je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui sont déjà là depuis hier, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Céline Monsalier, je suis journaliste et je dirige un site d'info sur les acteurs engagés du territoire qui s'appelle entreprendre.bzh. Vous l'aurez compris avec le film, le thématique de ce Forum économique breton, c'est tous à la relance. Alors comment faire pour avoir cette relance économique au niveau national et évidemment sur le territoire breton? Comment faire pour accueillir des entreprises, des industries et des talents sur notre territoire? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mes invités que j'invite à me rejoindre sur ce plateau et tout ça par ordre alphabétique. Éric Balufin, directeur du site de Brest Naval Group. Vous pouvez l'applaudir. Malo Boissel-Dubourg, directeur général de Produits en Bretagne. Laurence Fortin, vice-présidente de la région en charge des territoires, de l'économie et de l'habitat. Bénédicte Jézéquel, cofondatrice et dirigeante de Sylvadec. Et Jean-Pierre Évry, chef d'entreprise et vice-président du MEDEF dans le Morbihan. Merci à vous. Vous pouvez enlever le masque. Merci. Nous respectons les règles sanitaires avec la distance qui est nécessaire. Bonjour, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être avec nous. La thématique, Bretagne, terre d'accueil des entreprises, des industries et des territoires. Avant d'aller un peu dans le détail de ces thématiques, j'aimerais déjà qu'on fasse un peu, je dirais, un point d'étape. Quels sont déjà les atouts de l'attractivité en Bretagne? Je me tourne vers vous, Malo Boissel-Dubourg, en tant que directeur de Produits en Bretagne. Produits en Bretagne, c'est plus de 400 entreprises. Donc je pense que vous avez une bonne connaissance du territoire et de l'économie du territoire. Quels sont, selon vous, les atouts de ce territoire breton? C'est une question immense. Micro. Pardon. Je répondrai très simplement, si vous voulez bien. Peut-être par deux mots qui me semblent synthétiser la réponse. Bien vivre et bien travailler. Pour ce qui est du bien vivre, ce qui est attractif, c'est la beauté de la nature et de l'environnement en Bretagne, les paysages, la proximité de la mer partout, un climat clément, et ça peut faire sourire parfois, mais c'est une valeur montante incontestablement en ce moment, des valeurs de civisme et de solidarité, une culture très vivante, très joyeuse aussi, des festivals qui n'en finissent pas, une empreinte celtique avec la langue bretonne qui est un facteur d'attractivité aussi, il y a du caractère dans ce pays, un tissu de ville moyenne dont on redécouvre enfin les vertus, et puis de l'emploi, et beaucoup d'emplois, et ça va me faire la transition avec le bien travailler, parce que ça n'est pas sans poser aussi des difficultés, et on le verra peut-être après. Pour ce qui est du bien travailler, je mettrai peut-être pour commencer la qualité de la formation, que ce soit d'ailleurs au collège, au lycée ou dans le supérieur. Il y a une palette énorme de formations, ou dans la formation continue ensuite, peut-être pas assez connue encore, mais c'est un atout de la Bretagne. Nous sommes une terre de réseau, donc un chef d'entreprise ici ne sera jamais tout seul, c'est un point fort. Les prix des prestations de services, en tout cas ceux-là, sont très raisonnables comparés à ce qu'on peut trouver par exemple à Paris. Et puis il y a en Bretagne des pôles d'excellence, je ne vous apprends rien, l'agroalimentaire, l'agriculture, le numérique, le maritime, le tourisme et tant d'autres. Voilà, une réponse très synthétique. Ma foi, efficace, synthétique et efficace. Bénédicte Jézéquel, vous êtes donc la cofondatrice de l'entreprise Sylvadec, qui est leader sur le marché de la fabrication de bois composite, et vous êtes installée à Arzal. Oui, tout à fait. Dans le Morbihan. Quand on est chef d'entreprise, comment est-ce qu'on fait le choix de s'installer justement, je dirais, dans ce petit village du Morbihan? Qu'est-ce qui vous a attiré justement à Arzal? Bon, d'abord, je suis bretonne. Ça peut aider, effectivement. Voilà, c'est l'attachement effectivement à ma région. Mais au-delà de ça, en fait, nous avons décidé de créer notre société, donc il y a déjà 20 ans, nous recherchions un endroit d'accueil de La Rochelle, si je puis dire, jusqu'à Lorient. En fait, nous fabriquons des produits destinés à l'aménagement extérieur en bois composite par extrusion. Et l'idée, en fait, de base, c'était de fabriquer des composants de portes et fenêtres. Et donc, on voulait plutôt s'installer, je dirais, à l'époque en Vendée ou en Loire-Atlantique pour être plus proche des industriels de la porte et de la fenêtre, puisqu'il y en a beaucoup là-bas.
Et en fait, à l'époque, en 2001, c'était l'époque de la cagnotte fiscale. Ça paraît assez surprenant, mais c'est là où il y a eu, au moment où on a arrêté la vignette, etc., il y avait pas mal, finalement, l'économie tournait à plein régime. On s'est rapproché du CODELOC, qui était le comité d'expansion de Loire-Atlantique, et il y avait beaucoup de projets déjà à l'époque, et nous, ils n'ont pas été intéressés finalement par notre projet introduction d'un nouveau produit en Europe, enfin bref, on n'a pas eu l'accueil. Et en fait, on a appelé la communauté de communes de Musillac à l'époque, et le maire a été emballé par notre projet. Et en fait, il a mis en place un petit groupe de travail pour nous accompagner. En fait, on a eu un super accueil. Et ils ont fait construire un bâtiment adapté à nos besoins. Ils ont réuni en fait les partenaires, je dirais, institutionnels, qui étaient à l'époque l'ADEME, l'ADRIR. Et on a eu beaucoup de subventions. Enfin, on a eu vraiment, on a eu un extrêmement bon accueil. Donc voilà pourquoi on s'est installé, parce qu'il y a eu tout un environnement qui s'est mis en place pour nous aider. Jean-Pierre Riveri, vous êtes vice-président du MEDEF 56, chef d'entreprise, extrêmement engagé aussi sur le territoire. Quels sont les atouts, l'attractivité de la Bretagne? Bonjour à tous. Donc déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, les hommes et les talents, hein, il faut savoir le dire, on a des hommes de talent et qui savent aussi travailler ensemble. Et pour rebondir sur ce que dit Bénédicte aussi, il est important de travailler ensemble. Là, on voit l'importance des maires qui ont su se débrouiller localement, qui ont su travailler avec la région. Donc, quand on sait travailler entre élus et en entreprise, on arrive à faire de belles choses. Donc ça, c'est important. Après, sur la Bretagne, au-delà de ce qui vient d'être dit, et je souscris complètement, on sait aussi gérer des projets. Nous avons des réseaux. Hein, quand on voit l'organisation MEDEF patronale, toutes les branches sont représentées. C'est ça la force, en fait, de notre territoire. Et dès que nous avons une problématique, on va en reparler peut-être tout à l'heure avec l'étude Reloc qui a été faite, nous savons prendre les choses en main, travailler en équipe, expérimenter, innover et travailler collectif. Éric Balufin, vous dirigez le site de Brest de Naval Group. Je dirais Naval Group, c'est Brest, et Brest, c'est Naval Group. Évidemment, c'est extrêmement lié. Qu'est-ce que vous avez trouvé, au-delà, évidemment, de la situation géographique de Brest, mais qui fait que vous avez envie de développer ce site de Brest? On parlait justement d'acteurs publics, acteurs privés, d'écosystèmes. C'est tout ça qui fait qu'une industrie comme la vôtre, évidemment, a envie de se développer sur le territoire? Oui, c'est essentiel, effectivement, et on a parlé là de pas mal de facteurs. Il y a une question qui est importante et qui donne cette envie de développer, c'est ce dynamisme économique. Ce dynamisme économique est très présent dans des domaines très diversifiés. Donc en termes d'attractivité, c'est fondamental. D'abord parce que ça offre des perspectives de carrière qui sont importantes pour les personnes concernées, mais aussi parce que quand on parle d'intégration professionnelle, notamment pour les gens qui veulent s'installer en Bretagne, la chose est facilitée. Trouver un emploi pour son conjoint ou son conjointe, quand on a un tissu qui est diversifié, ça facilite ce point-là. Je ne reviendrai pas sur les sujets de qualité de vie que vous avez évoqués, mais qui sont fondamentaux aussi dans ce contexte-là. Alors, Laurence Fortin, quand on est vice-présidente en charge de l'économie, quand on entend ces chefs d'entreprise et le représentant de Produits en Bretagne donner toutes ces qualités d'attractivité du territoire, forcément, on est content. C'est ça, cette force que disait M. Riveri, c'est de pouvoir mettre, et c'est aussi pour ça que ce Forum économique breton existe, pour mettre ensemble des partenaires publics, privés, pour aller dans le même sens. Oui, je pense que, d'abord, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. On peut se dire que la Bretagne, sa grosse force, c'est de faire ensemble. Je pense qu'on en parlera beaucoup au cours de la journée, mais faire réseau, c'est essentiel pour atteindre nos ambitions. Et puis, pour revenir un peu sur ce qui a été dit et de manière différente, je me disais que si on n'était pas dans une pièce aveugle, je dirais, regardez l'attractivité de la Bretagne, regardez par la fenêtre, et vous comprenez tout de suite que la Bretagne est belle, la Bretagne attire, ça a été dit, beaucoup de choses sont à taille humaine, et je pense que déjà, ça nous aide beaucoup en termes de fonctionnement. Alors bien entendu, ça ne rentre pas dans des indices si particuliers, on va dire, de capacité, et pourtant, on peut bien se dire assez objectivement que en cette période post-Covid, alors je ne sais pas s'il faut dire post-Covid, mais en tout cas en cette période Covid, la Bretagne tire quand même très bien son épingle du jeu. Elle tire très bien son épingle du jeu. On peut regarder dans d'autres régions, le contexte et les impacts ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que c'est des éléments importants. Ici en Bretagne, on peut y vivre bien, on peut y travailler, ça a été dit, y travailler bien, y être heureux, s'épanouir. C'est quand même quelque chose d'important. Soi et sa famille, c'est aussi essentiel. Et
puis j'ai envie de dire qu'au-delà de ces mots, parce qu'on peut dire tout ça et on est tous d'accord, c'est assez beau à dire, on a des chiffres qui le confirment. On a des chiffres qui le confirment, que ce soit sur les taux de satisfaction de la Bretagne, des habitants. Globalement, on a des taux qui sont toujours très favorables sur l'attirance de nos villes, sur le bien-vivre sur son territoire, se former. On a des chiffres bretons en termes de formation qui font plutôt envier plusieurs régions de France, hein, puisqu'on s'en sort aussi très bien. On en reparlera, on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on a quand même des très bons résultats scolaires. Et puis, on peut y travailler. Aujourd'hui, le taux d'emploi, ou en tout cas la difficulté de recrutement qui fera l'objet de nos échanges, l'illustre aussi très certainement. Et tout ça, dans un tissu associatif, dans un tissu culturel fort, qui est notre forme d'identité. Donc, je pense que rien qu'avec ça, si on associe en plus les infrastructures qu'on peut avoir, aéroportuaires, portuaires, ferroviaires, on ne le dit pas assez, mais on a un réseau ferroviaire qui irrigue nos villes moyennes de manière assez incroyable en Bretagne par rapport à d'autres régions encore, ce qui fait que nos villes moyennes ont encore une vitalité, une force et un dynamisme. Bon, tout ça sont des grands atouts pour parler de la Bretagne. Alors évidemment, l'idée n'est pas de se dire on est tous merveilleux, tout est beau, et la Bretagne, même si c'est vrai, on l'a bien compris, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est de parler de développement économique, d'attractivité économique de ce territoire. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Malo, sur cette étude qui a été faite. Vous le savez, après, juste au début de cette crise sanitaire, le président de la République a évoqué le besoin de réindustrialisation en France, notamment le plan France Relance y contribue par des aides qui sont proposées. Et vous avez, avec Produits en Bretagne, le MEDEF et la région Bretagne, nous avons donc 3 représentants, vous avez mené une grande étude sur ce qui pourrait être relocalisé et les emplois qui pourraient en découler. Oui, absolument. Arkea était aussi un partenaire important dans cette étude. En fait, cette étude avait pour vocation d'identifier et de mesurer les potentiels de relocalisation des achats en Bretagne. Et derrière les achats des entreprises, derrière les entreprises, des emplois. 585 secteurs ont été balayés, 185 ont fait l'objet d'une étude plus approfondie, et le résultat décoiffe un peu, puisqu'on arrive à un chiffre de 60 000 possibles emplois à créer en relocalisation, 50 000 en localisation et 20 000 dans le tourisme durable, 130 000 de potentiel total. C'est considérable. D'ailleurs, on s'est interrogé sur la plausibilité d'un chiffre aussi merveilleux. Et en fait, dans les explications, il y en a une qui est très intéressante, c'est que les prix de la compétitivité, l'écart de prix avec l'Asie s'est considérablement réduit. Dans les années 2000, l'écart était de 80% entre les coûts bretons et les coûts chinois. Aujourd'hui, l'écart n'est plus que de 30%, et cet écart est un peu une fausse barbe. En fait, il est inférieur, il est plutôt de 10% si on prend en compte tous les coûts cachés, maintenance, transport, risque, assurance, etc. Ce qu'on appelle ça le TCO, il n'y a plus que 10% d'écart. Et donc là, on commence à rentrer dans une zone totalement différente. Et ceci explique cela pour une bonne part. Alors, au final, il y a 17 chantiers qui ont été identifiés comme étant prioritaires en Bretagne. En ce qui concerne la relocalisation, j'en ai listé quelques-uns pour illustrer. La construction et la réparation aéronautique, je précise que notre étude porte sur la Bretagne à 5 départements, bien sûr. Un autre secteur, c'est le traitement des déchets, la filière emballage, la fabrication d'éléments plastiques, mais de gros éléments plastiques, les engins de levage et manutention, l'équipement agricole, et là on a une position potentiellement de leader mondial en la matière. Alors, on ne parle pas des tracteurs, mais pour vraiment l'équipement qu'on accroche au tracteur en quelque sorte. L'informatique et l'électronique. En ce qui concerne la localisation, il y a les énergies renouvelables, c'est sans surprise, les matériaux biologiques et composites, l'aquaculture, la recherche, et j'ai déjà cité tout à l'heure le tourisme durable. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est peut-être le ketchup breton, parce qu'en fait, on fait beaucoup de tomates en Bretagne, mais pas vraiment de ketchup. Il y a eu une petite tentative dans le pays nantais, mais qui reste très très modeste. Il y a une place à prendre, il y a un cœur à prendre avec le ketchup breton. Alors cette étude est très intéressante, mais ça reste une photographie, et à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Et c'est là justement où on va avoir une prise en relais très intéressante du MEDEF, qui a décidé de mouiller la chemise sur le sujet, et qui a commencé
à réunir les acteurs pour pouvoir aller plus loin, filière par filière, et rendre concrètes les propositions qui ont été mises en évidence dans cette étude. Transition magnifique, merci beaucoup Malo pour aller vers vous Jean-Pierre Rivieri. Justement, une fois quand on entend ces chiffres qui sont absolument vertigineux, on se dit maintenant il faut y aller, il n'y a plus qu'à, et comment on fait pour mettre de manière concrète tous ces secteurs qu'on vient d'évoquer? Comme vient de dire Malo, c'est une super étude, une excellente photographie, mais c'est le début d'une belle histoire. Et le fait que les acteurs qui ont été cités se mettent autour d'une table pour financer une telle étude montre aussi le collectif sur lequel on veut travailler. Il faut rappeler quand même que l'on doit aussi relocaliser tout à fait une partie de ce qui est fait à l'extérieur avec les emplois qui correspondent, mais on doit aussi localiser de l'innovation. Hein, on parlait par exemple de la robotisation, des matériels agricoles. Il faut aussi innover. Il ne faut pas simplement se dire on va relocaliser parce qu'il y a un écart de 10%. Il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Il ne faut pas oublier à travers aussi cette compétitivité, attention à la fiscalité. Il faut qu'on reste compétitif et le succès en Bretagne dépend aussi de ce qu'on va faire sur la France au niveau national. Il y a des sujets, par exemple, si on prend la robotisation, on parlait de l'agroalimentaire, la pénibilité, on s'est rendu compte que dans certains pays qui sont très robotisés, le chômage a baissé. Donc là, il y a deux effets de levier. Il y a l'effet levier de pénibilité par rapport aux gens qui travaillent dans nos usines et également le fait d'être plus performant et compétitif. Et quand on va un peu plus loin et qu'on creuse cette étude, on a commencé à travailler avec les acteurs autour du MEDEF, on se rend compte que donc, quand on parle d'exosquelette, par exemple, on n'a pas forcément les compétences, on a les compétences, mais on n'a pas forcément les entreprises en France et en Bretagne. Donc là, il y a une réelle opportunité. Après, il y a des faunées, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. On peut se dire, on regarde par exemple l'exportation d'huile et l'importation d'huile de l'autre côté, et on peut se dire, on devrait relocaliser, puisqu'on produit des matières premières qui vont faire de l'huile. Mais on se rend compte en fait qu'on exporte des matières premières, huile de colza, mais l'huile que l'on importe, c'est des produits complètement différents. Donc il faut faire attention de ne pas franchir des étapes trop rapides, et il faut creuser. Donc on va prendre avec les organisations patronales, sujet par sujet, de façon pragmatique, avec des entreprises autour d'une thématique. On a parlé de l'emballage. Moi, je citerai l'exemple aussi des 3 gros brasseurs bretons qui se sont unis pour pouvoir créer une malterie dans le département du 29, commune, alors qu'ils sont concurrents. Ils se disent c'est une excellente idée, ils ont un marché, ils ont des compétences. Pourquoi pas aller plus loin, par exemple, en travaillant sur le verre? Ils ont tous la même problématique. Donc on se rend compte, le pouvoir et le collectif breton fait que même si on peut être concurrent sur le marché final auprès du client, on sait aussi travailler de façon pragmatique et transparente. Et grâce aux compétences qu'on a su mettre autour de la table avec nos industriels et nos branches qui sont dans le cadre de nos activités du MEDEF. Donc on peut espérer une mise en place concrète de cette étude dans les années à venir, c'est ça l'objectif. Et en cohérence avec la politique de la région, évidemment, puisque sans cette politique active et cohérente, et c'est pour lui passer la main en plus, vous voyez. Ouais, franchement, vous êtes incroyable. Moi, voilà, je pense que je vais quitter parce que vous gérez tout seul. C'est absolument merveilleux. Donc je te passe la main. Voilà. Laurent Sortin, du coup, je pense que vous pouvez effectivement réagir sur cette étude. Quel regard vous avez porté sur cette étude, et surtout, est-ce que, comme dit M. Rivieri, vous avez dit, bon voilà, maintenant il faut qu'on y aille, quoi? Y apporter effectivement un grand intérêt. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le potentiel de développement d'activités est très important, d'emploi, et j'ai envie de dire dans des filières qui font sens. Donc c'est d'autant plus intéressant. Juste avant de reparler de cette étude, j'ai envie qu'on se projette un petit peu par rapport à ce qui s'est passé là, ne serait-ce qu'avec le Covid. Parce que c'est un petit peu en même temps, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en cette période, dans un contexte compliqué où on a connu des pénuries. Alors en Bretagne, on a eu la chance de pouvoir continuer à se nourrir, et merci aux agriculteurs et à toute l'industrie agroalimentaire qui a continué. Mais on a aussi dans cette période des entreprises qui ont innové pour s'adapter aux besoins. Et je pense, je citerai par exemple McBride qui a créé des produits, je ne sais plus comment on va les dire, là, les produits pour nettoyer les mains. Merci. C'est très conique. Ouais. Enfin bref, je ne vais pas les trouver, donc c'est pas grave. Et on crée ça. Il y a eu la filière masque qui a été créée en parallèle. Tous ces produits-là, c'était des produits qu'on n'avait plus l'habitude de produire sur notre territoire. Oui, qu'on importait systématiquement. Et donc là, on voit bien qu'on a des entreprises qui se développent et qui se développent bien et qui, pour le coup, ont des produits
parfois encore un peu plus élevés que par ailleurs, mais avec des qualités complètement différentes, avec des filières qui sont en train de s'inventer pour traiter ensuite, y compris les masses. Donc là, on voit bien que déjà, on a passé un cap. Donc j'ai envie de dire que cette étude, elle tombe à pile poil, parce qu'on est à un moment où on sait qu'on doit changer notre façon de faire, et on a des pistes pour orienter nos actions. Les marchés sont globalement identifiés. Alors j'ai envie de dire qu'il faut bien sûr s'approprier cette étude. C'est actuellement le temps dans lequel on est. Il va falloir expérimenter des choses. Il faut se donner le droit d'expérimenter, mais aussi parfois de ne pas réussir. Hein. Ça, il va falloir qu'on se le dise clairement, et certainement innover. Et ça veut dire que, bien entendu, la région, avec les partenaires, vont s'inscrire dans cette dynamique. Pour le coup, on a fait le pari, et on fait le pari de la transition nécessaire. Et donc, y compris sur les thématiques évoquées, il faudra qu'on s'inscrive dans cette vision-là de moins de consommation. On l'a dit et redit ces derniers temps, plus d'emplois, moins de carbone. Cette étude est à intégrer dans ce cadre-là, avec ces ambitions-là sur le territoire de la Bretagne, et ça ne fera que du plus. Alors, Monsieur Baluffin, en tant que directeur du site Brest de Naval Group, on parle de réindustrialisation. Forcément, vous êtes déjà une industrie sur le territoire avec un marché à l'international. C'est peut-être aussi, c'est le message qu'a fait passer hier votre président en disant c'est bien de parler de réindustrialisation, mais peut-être pas oublier aussi les industries du territoire. Oui, effectivement, en fait, Naval Group, par son activité, a une activité à forte composante nationale. Alors, c'est très vrai pour le site de Brest qui entretient les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc on parle de la dissuasion nucléaire. Donc là, quand on fait ce genre d'activité, maintenir et développer une capacité industrielle nationale, c'est une exigence de souveraineté pour la France. Donc aujourd'hui, pour nous, il y a une vraie exigence de maintenir cette capacité-là. Pour citer quelques chiffres, sur le site de Brest, on a investi entre 2016 et 2019 63 millions d'euros sur le maintien de la capacité industrielle. Dans les 4 années à venir, on a encore 64 millions d'euros sur le maintien de la capacité industrielle que sur le site de Brest. Si je parle de Lorient, ces chiffres augmentent encore plus. Donc il y a une vraie exigence, une exigence de souveraineté par le fait que nous intervenons sur une activité qui est une activité souveraine. Ce que nous faisons pour nos propres sites, il faut aussi le faire sur notre supply chain, parce que le maintien d'une base industrielle, technologique, de défense au plus proche des navires, au plus proche de chantier, c'est une exigence forte, là aussi de souveraineté. Avec 2 sites en Bretagne, ça a un impact de fait sur la région. Et enfin, je finirai par dire que au-delà de ces exigences de souveraineté, il y a des exigences de responsabilité sociétale. Et le fait de maintenir des boucles courtes et des circuits courts d'approvisionnement, ça reste aujourd'hui dans des logiques de RSE fondamentales. J'aimerais me tourner vers vous, Bénédicte Gézéquel, puisque vous êtes une entreprise basée en Bretagne et également en Allemagne. Quand on a échangé ensemble sur cette thématique, j'aimerais bien avoir votre regard, puisque, pareil, vous êtes une industrie qui travaille au niveau européen et à l'international. Quel regard vous portez quand on parle de réindustrialisation sur le territoire ? Donc, en fait, nous, on a monté une usine en Bavière, ex nihilo. En fait, notre entreprise connaissait de fortes croissances et le plus gros marché du bois composite en Europe, c'est l'Allemagne. Et on a fait le choix donc d'installer une filiale en Allemagne pour être au plus près de nos clients, pour pouvoir aussi mieux livrer en Europe de l'Est, pour avoir une position centrale en Europe. Mais il est vrai aussi qu'on a été extrêmement bien accompagné en Bavière, où on retrouve aussi des valeurs, je dirais, communes avec la Bretagne, un attachement au territoire. Les Bavarois sont très fiers de leur région. Mais en fait, il faut aussi dire que la fiscalité en Bavière, pour les industriels, est beaucoup plus attractive qu'en France. Puisque effectivement, même si le taux d'impôt sur société, à peu près, il y a une relative convergence. Là, on est à 28% actuellement en France. En Bavière, en fonction du territoire, on va être entre 25 et 30. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'impôt, ce qu'on appelle pied de page ou forfaitaire, tel que la CFE, la taxe foncière. Et finalement, je dirais que ça fait une différence énorme, puisqu'en fait, vous êtes imposé en Allemagne sur votre bénéfice, sur ce que vous avez gagné. Pas sur votre usine, parce que vous avez des machines, parce que vous avez et en fait, bon, c'est vrai qu'il y a quelques décennies, je dirais, l'annulation faciale de la taxe professionnelle, enfin de la taxe pour les industriels, mais elle a été finalement ventilée sous d'autres formes. Et en fait, en Allemagne, il y a quand même une fiscalité quand même plus attractive pour les industriels. Il y a aussi un sens
Nous, en Bretagne, on a dit qu'on bénéficiait effectivement d'un système scolaire qui était relativement intéressant, il y a beaucoup d'apprentissage, des élèves ingénieurs. Nous, on emploie énormément de jeunes de l'ICAM, on a beaucoup d'alternants. Mais en Allemagne aussi, il y a une culture industrielle qui fait qu'on va travailler à l'usine. Et lorsqu'on a installé cette filiale en Allemagne, on se disait on avait des clients, on maîtrisait la techno, on savait installer une usine. Ça, c'était pas notre problème, puisque avec l'expérience qu'on avait pu acquérir en France, on savait qu'on était capable de faire ça. Et on se disait, notre point faible, ça va être le recrutement. Parce qu'on est comme situé à 40 km du siège d'Audi, par exemple. Et on se disait qu'on n'allait pas pouvoir recruter. On est à peu près à 1 ou 2% de chômage dans notre zone en Allemagne. Et finalement, si, on n'a pas de problème. Alors, nos ouvriers, on les paye très correctement, mais en France, là, bientôt, ils seront aussi bien payés en France qu'en Allemagne. Mais en fait, il y a vraiment cette culture de l'industrie, et on a un turnover, finalement, qui est assez faible. Et finalement, les difficultés de recrutement qu'on imaginait avec un taux de chômage qui est largement inférieur à la France, finalement, si vous payez correctement vos employés, vous y arrivez aussi. Oui, effectivement, le recrutement, c'est un des points, on va dire... vous voulez continuer, pardon, il y a un petit point, comme je voulais, en France, le PIB, l'industrie, en fait, la valeur de l'industrie dans le PIB, c'est à peu près 12 ou 13%. En Allemagne, en Bavière, c'est 25%. Donc, on a encore du chemin à faire. Je crois que c'est parfaitement applaudi. Justement, vous parliez de l'emploi. On se félicitait tout à l'heure de la Bretagne, quasi le plein emploi, mais aujourd'hui, on a, et pour le coup, vous êtes bien placé autour de la table pour l'évoquer, j'aimerais parler d'emploi. La thématique, c'est Bretagne, terre d'accueil des industries, des entreprises. On a compris qu'il y avait encore des efforts à faire pour pouvoir accueillir certaines industries, et puis des talents. On a aujourd'hui une véritable tension du marché de l'emploi. Justement, Madame Fortin, comment on fait pour répondre à ça? Enfin, depuis hier, dans toutes les conversations que chaque chef d'entreprise peut avoir, je me suis permise, j'ai fait un peu à la petite souris depuis hier, et j'arrive pas à recruter. J'ai du travail, mais j'arrive pas à recruter. Comment on répond à ça? C'est vrai que c'est un vrai sujet. Il n'y a pas une journée, une rencontre où à chaque fois on se dit, là, moi j'ai tant de postes à pourvoir, je ne trouve pas, je n'ai pas, j'y arrive pas. Ça devient le sujet permanent avec la question des matières premières. Je pense que c'est les grandes préoccupations du moment. J'ai envie de garder trois axes. Former, attirer, expérimenter. Former, on a les uns et les autres des responsabilités. La région, c'est aussi une de ses compétences. La formation et le développement économique, on voit bien que les deux sont liés. D'ailleurs, jusqu'ici, on le travaillait un peu de manière différemment, c'est-à-dire qu'on avait un schéma de développement de l'économie et de l'innovation et on avait un schéma de la formation. Là, l'idée est dans le contexte actuel. On a déjà commencé à travailler en se disant qu'il faut absolument que ces deux schémas, donc des grandes ambitions que nous portons, soient faites ensemble parce qu'elles s'articulent complètement et doivent être en totale cohérence pour pouvoir répondre aux besoins. Donc déjà, définir des stratégies communes, développement économique et formation, parce qu'on se forme pour grandir, mais aussi pour travailler, et il faut qu'il y ait adéquation entre la formation et le travail. Donc, premier axe, notre stratégie à caler vraiment dans ce cadre-là. La deuxième chose, c'est attirer. J'arrête pas de dire la Bretagne est belle, la Bretagne, elle doit attirer. La Bretagne, pour moi, c'est la terre des possibles. On peut y venir, y vivre, je l'ai dit, y vivre bien tout à l'heure, mais on peut aussi y faire carrière avec des entreprises de taille différente, innovantes, avec un potentiel important. Les conjoints ont possibilité, bien entendu, y compris de travailler et de s'épanouir et eux-mêmes faire carrière, avec derrière toutes les infrastructures qu'il faut. Je n'oublie pas la question du logement qui devient un vrai sujet et sur lequel on va aussi y travailler, mais il faut attirer. Et j'ai vraiment envie de dire qu'il faut qu'on arrive à vendre la Bretagne, la terre des possibles, là où on va bien vivre et en plus on va bien travailler avec une belle évolution, un beau projet personnel et professionnel. Et puis il faudra certainement expérimenter, c'est le troisième axe, parce que on voit bien que, et l'exemple est intéressant, quand il y a des taux de chômage même très très faibles, on arrive à recruter. Donc on a des choses à travailler ensemble. Et à expérimenter. On s'était dit, nous, on a proposé d'expérimenter
sur des métiers en tension pour dérisquer, on va dire, la prise de risque d'une personne qui veut venir sur un territoire et qui n'ose pas le faire, parce que la Bretagne a vocation évidemment à attirer, mais pas attirer que des retraités, pas que des ingénieurs non plus. On a besoin, pour atteindre un niveau d'industrie et les ambitions que nous avons sur la relocalisation et autres, d'avoir, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme-là, école bleue ou autre, mais en tout cas, il nous faut être attentifs à rendre possible la mobilité dans ce type de métier et faciliter les choses, limiter les freins, que ce soit dans tout l'environnement, que ce soit bien sûr au niveau du travail, et là les entreprises, je sais bien qu'elles sont très engagées dans ce cadre-là, mais aussi sur toutes les infrastructures qu'il peut y avoir derrière pour faciliter la vie des uns et des autres et dérisquer en tout cas ce moment-là. Alors effectivement, je dirais un beau programme de belles intentions. Vous avez autour de la table que des personnes qui sont prises directement en main, je dirais, pour répondre à ce problème de recrutement. Éric Balufin, vous avez notamment mis en place le campus des industries navales. Vous allez, certains de vos salariés vont prêcher la bonne parole dans les collèges, notamment pour avoir une féminisation de l'emploi. Je veux dire, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on ne peut pas attendre, entre guillemets, qu'une politique régionale vienne à vous pour attirer des talents. Il faut y aller, quoi. Oui, vous avez raison, il faut se prendre en main. Dans nos établissements à Brest et à Lorient, ce sont plus de 200 métiers différents que nous accueillons. Donc, attirer les jeunes talents, c'est une vraie exigence, une exigence de maintien de compétences. On parle des mécaniciens ou des usineurs, des électroniciens ou des nucléaristes, des data scientists. Bon, vous voyez que là-dedans, j'ai cité des métiers qui sont des métiers en tension. Alors, effectivement, on axe notre action sous trois angles. Vous avez cité le campus d'industrie navale, ça c'est un axe qui est fondamental, c'est l'axe qui consiste à développer et à adapter le tissu de formation de façon à ce que les jeunes qui sortent de ces cycles de formation soient directement employables dans les métiers dont nous avons besoin, nous, industriels de la mer. Donc cette initiative du campus des industries navales, pour lequel Naval Group et la région Bretagne sont deux acteurs très, très actifs et fondamentaux, ça vise à labelliser et à adapter des formations de façon à ce que les jeunes qui sortent de ces formations labellisées soient directement employables par les industries de la mer. Ça, c'est un exemple. Il y a deux autres grands axes. Il y a un autre axe qui consiste à susciter des vocations le plus tôt possible dans la prise de décision des jeunes avant leur orientation et le moment où ils se sont fait une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Il y a quelques initiatives, je crois qu'en 8 ans, on a accueilli plus de 700 élèves de 3e dans nos établissements pour faire des stages de 3e. Alors, 3e, on peut se dire que c'est tôt, mais non, mais c'est juste le moment où les premières orientations vont se faire. Il y a évidemment la question de l'apprentissage qui est un outil phénoménal pour là aussi susciter des vocations. Et il y a un dernier axe, qui est un axe qui est assez important, c'est l'axe de la marque employeur. Alors, Naval Group, par son implantation historique à Brest et à Lorient, bénéficie d'une marque employeur qui, il faut le dire, est assez élevée en Bretagne, assez forte, mais il faut la développer, il faut surtout l'adapter aux attentes actuelles. Et là, je reparlais de responsabilité sociétale parce que les attentes des jeunes générations elles sont très importantes dès qu'on parle de qualité de vie au travail, dès qu'on parle de questions environnementales. En plus, ce sont des valeurs qui sont très proches des valeurs bretonnes, vous l'avez cité. Donc là aussi, développer la marque employeur en lien avec les attentes actuelles, c'est un axe fort pour attirer les jeunes talents. Bénédicte Gézéquel, vous avez, avec d'autres industriels, créé un parcours de formation qui s'appelle l'école B5 The Land pour justement permettre aussi à certains de... J'ai pas créé le parcours. Non, j'ai avec d'autres... Ah oui, c'est ça. Oui, non. J'ai envoyé un directeur de site et puis on a pris des apprentis en disant que c'est un programme qu'on soutient et auquel on participe. Oui, donc... et c'est important pour vous justement d'avoir ce type de programme pour permettre d'avoir aussi une formation continue de vos salariés, parce que quand on parle de problème de recrutement, il y a aussi trouver bons profils. Disons que, à notre échelle, puisque mon entreprise, c'est 100 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est beaucoup plus petit, mais à notre échelle, globalement, on travaille sur les mêmes canaux, donc la marque employeur, beaucoup d'apprentis. C'est vrai que l'État, la politique a été relativement incitative pour l'embauche des apprentis. Jusqu'en juin 2022, d'ailleurs, voilà, c'est en début de semaine. Donc c'est vrai que... Ou même pour l'embauche de VIE, pour l'étranger, etc. Donc, globalement, on fait la même chose. Par contre, il y a un point que vous avez soulevé, Madame Fortin, c'est le logement. Et là, ça va devenir une problématique, mais énorme en Bretagne. Ça va devenir peut-être une problématique peut-être même plus importante, parce qu'il faut attirer les gens, mais il faut que les gens puissent se loger. Et actuellement, en fait, il y a un déficit de logement. Il va falloir peut-être mettre en place des politiques incitatives pour la construction de logements par des privés, pour que les gens qui arrivent puissent se loger.
Mais moi, c'est une problématique là qui émerge depuis quelques mois et et je sais bien qu'on ne construit pas un logement en 6 mois, mais auquel il va falloir vraiment se pencher, peut-être même avant l'école, puisque je pense qu'on est capable, en tant qu'industriel, de se prendre en charge, de recruter des apprentis. Mais on va peut-être falloir qu'on construise aussi fasse comme Michelin dans le temps. Mais c'est une problématique sur laquelle il va falloir vraiment travailler, je pense. Jean-Pierre Ivry, c'était ce que vous aviez aussi évoqué lors de nos échanges. Vous êtes dans le Morbihan. Évidemment, la crise sanitaire a fait que cette belle terre bretonne qu'on évoquait avec sa qualité de savoir-vivre et de vivre ensemble, ça a attiré beaucoup de gens et donc du coup forcément des personnes qui ont potentiellement un pouvoir d'achat plus important que les personnes qui travaillent ici. Il va falloir se pencher là-dessus. Le logement est important. Moi, je suis élu sur Vannes Golfe du Morbihan, sur 34 communes. Donc, on peut parler effectivement des prix qui sont élevés sur la côte, Golfe du Morbihan. Mais même quand on va dans les terres, Grand-Champ et un peu plus loin pour ceux qui connaissent ce territoire, on a un vrai souci de logement. Et d'attractivité, on l'a, mais on n'a pas les logements. Et c'est important. Et quand on parle de logement aussi, on doit aussi intégrer les familles dans l'écosystème local, avec l'école, les aspects culturels. Moi, j'ai vu, par exemple, sur des entreprises que j'ai sur Vannes, des cadres qui habitaient Rennes pour une question d'école bilingue. Parce qu'on parle de relocalisation, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on se replie non plus sur nous. Il faut que nos jeunes aillent voir à l'extérieur. Tu vas parler du VIE, c'est un excellent outil pour apprendre et leur donner envie de revenir, pour aussi nous enrichir. Il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Et lorsqu'on va relocaliser un certain nombre de filières, on a parlé d'emballage ou de plusieurs autres filières sur lesquelles on va travailler, il faut aussi se mettre en position d'exporter notre savoir-faire et être fier de ce qu'on fait également. Donc cette ouverture est importante aussi. Après, effectivement, le logement et les problématiques d'intégration, on les comprend bien sur les 2 métropoles que sont Rennes et Brest, mais sur nos territoires entre les deux, on retrouve aujourd'hui les mêmes problèmes. Et il faut les anticiper. Et je trouve que collectivement, on n'a pas forcément su les anticiper. Et ça, c'est un vrai sujet. Et pas uniquement pour les saisonniers, qui sont également un vrai sujet. Mais on se rend compte aujourd'hui, en discutant avec les personnes qui travaillent dans le tourisme, beaucoup de personnes se disent il faut que j'intègre aussi dans mes saisonniers la partie logement. On a su, au niveau des entreprises, je parle du Golfe du Morbihan, créer 6 crèches d'entreprises avec implication des chefs d'entreprise d'un point de vue financier. Après, la problématique de la gestion d'une crèche reste dans son domaine. On a su trouver des solutions. Et quand une entreprise doit réserver 5, 10 places à 10 000, 15 000 euros la place, elle sait le faire aussi pour apporter un sens, pour apporter quelque chose de plus aux salariés. Et c'est bénéfique, y compris pour le territoire. Donc les entreprises ont bien compris aussi qu'on a une responsabilité sur le territoire sociétal. Et enfin, il faut donner du sens. Ce qui a été dit sous une autre forme, il faut donner du sens aux jeunes talents. Et il n'y a pas que l'argent. Aujourd'hui, un jeune ne vient pas nous voir ou un cadre en disant combien je vais gagner. Non. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour le climat? Quel est votre ADN? Et quel est votre esprit d'entreprise? Et ça, c'est hyper important. Et nous avons la chance, si nous travaillons ensemble avec nos réseaux et nos branches, de pouvoir mettre ça en avant. Et enfin, travailler en filière. Puisqu'il ne faut pas qu'on organise non plus une compétition entre nous. Le groupe naval est très attractif, effectivement. Il faut que ceux qui travaillent autour puissent aussi avoir des salariés, des talents, des techniques, des chefs de ligne. Donc attention aussi de ne pas travailler les uns contre les autres non plus. Mais ça, on sait le faire et on sait travailler ensemble. Malo Boisset-Dubourg, vous avez mis en place à Produits en Bretagne les ateliers bretons de l'emploi pour justement permettre qu'il puisse y avoir une adéquation entre l'offre et la demande. Les remarques que viennent de faire Madame Gézéquel, Monsieur Riveri, c'est exactement ce qui ressort aussi de ces ateliers et c'est pour ça que vous avez voulu que tout le monde se mette autour de la table pour réussir à répondre à des problématiques d'emploi. Alors, je vais vous répondre. Je fais une petite parenthèse rétroactive pour dire que l'étude Reloc, elle est en ligne, gratuitement accessible sur Internet pour tous, pour ceux qui sont intéressés, et que sur le sujet que Mme Gézéquel a évoqué, il y a un excellent livre de Frédéric Duval sur la comparaison de la compétitivité des entreprises bretonnes et allemandes. Je vous le conseille vivement parce qu'il est passionnant en plus. Quant à nous, effectivement, les ateliers bretons de l'emploi, ils sont en train de se créer, en fait. On a constitué l'équipe qui va le piloter. Et la première grande conférence inaugurale sera le 7 octobre à Rennes.
Qu'est-ce qu'on cherche autour de ces ateliers bretons de l'emploi? C'est à aider les chefs d'entreprise et globalement, oui, à monter en compétences RH pour les aider à mieux recruter, à mieux fidéliser les collaborateurs, sachant que les difficultés que rencontrent toutes nos entreprises aujourd'hui, c'est vraiment universel, c'est le leitmotiv en Bretagne, c'est d'une part un décalage entre l'offre de compétences et la demande de compétences, et d'autre part le style de management, le sens qui existe aujourd'hui dans l'entreprise et ce qu'attendent les gens qui arrivent en entreprise. Nos ateliers, ils fonctionnent, c'est expérimental. On est dans le 3e axe de la région, c'est vraiment expérimental. Ils vont fonctionner à la fois sous forme de grandes conférences, j'en ai annoncé une le 7 octobre à Rennes, mais ils vont fonctionner aussi ensuite, là c'est vraiment sur des sujets pour dresser des panoramas, pour réfléchir à des grands sujets avec des experts, mais ensuite on va se retrouver dans 6 secteurs en Bretagne. Sur la Bretagne, à 5 départements là encore, parce que les besoins, les problématiques sont quand même généralement différentes entre si vous êtes à Rennes ou si vous êtes à Pontivy, ça ne se pose pas de la même façon. Et donc dans ces petites localités, les responsables RH et les patrons vont pouvoir travailler ensemble sur des problématiques locales et reprendre un peu la montée en compétences appliquée à leur territoire. Voilà, c'est à la fois de la pédagogie et beaucoup de pratique. On essaye d'être pragmatique autant que faire se peut. Ça reste encore expérimental, mais c'est ouvert à tous. Aussi, particularité, les 2 derniers réseaux qu'on a montés, Bretagne BMA, Braze Marketing Academy d'une part, et puis les ateliers bretons de l'emploi, sont des réseaux professionnels, réservés aux professionnels, mais ouverts aux membres de Produits en Bretagne et aux non-membres de Produits en Bretagne. Donc ceux qui sont concernés, vous êtes tous concernés, vous êtes donc tous les bienvenus. Je pense que le message est passé. Laurence Fortin, quand vous entendez des chefs d'entreprise du territoire qui mettent en avant des réelles difficultés de recrutement, des problématiques de logement, on se rend compte qu'il y a quand même une véritable urgence à agir. Vous avez évoqué 3 points d'action, mais il va falloir les mettre rapidement en place. Non mais on y est, on y était, on continue. C'est quelque chose qui avance en permanence et qu'on réajuste avec l'ensemble des partenaires. C'est pas un jour on se dit tiens, au vu de ce qu'on entend, on va s'y mettre. Ces compétences-là, on les a, on les met en place et au fur et à mesure, on réajuste, on va dire, les choses. Mais j'ai envie de dire que c'est bien par une mobilisation générale qu'on va réussir à faire face à tout ça. La région Bretagne, à elle seule, ne pourra pas résoudre le problème de l'emploi, mais elle peut aussi favoriser, inciter, y contribuer. La question du logement a été beaucoup évoquée. Je ne sais pas si vous avez noté que dans ma délégation, il y a territoire, économie et habitat. Donc c'est bien quelque chose qu'on a bien intégré. C'est d'abord le lien avec le territoire parce que l'économie se développe sur un territoire, il y a des histoires, il y a des écosystèmes qui sont favorables. Il faut continuer à accentuer et travailler sur ces points-là. Je rappelle juste que depuis 2017, on travaille sur la question des centralités. Comment on fait vivre une centralité parce que en 2017, on notait les communes et les villes qui avaient tendance à s'appauvrir en centre-ville. Donc on voit bien que les choses sont vite inversées. Il faut continuer à travailler ça. Et on avait dit que cette question des centralités, on l'a travaillé de manière transversale et plurielle sur plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'une centralité, une ville moyenne, c'est bien sûr des services, on l'a évoqué, hein, des services périscolaires, scolaires, des garderies, des crèches, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des espaces publics, parce que les uns et les autres ont envie de vivre et de bien vivre et de pouvoir aller se promener, c'est aussi une économie, un emploi à proximité, c'est demain les moyens d'y aller peut-être certainement en vélo et autres, donc c'est toutes ces réflexions-là qu'on doit avoir et qu'on doit mener de concert. Et j'ai envie de dire que la politique territoriale que je pilote et la politique économique, elles doivent être travaillées main dans la main pour répondre à ces questions-là, sachant que sur le logement, chacun va devoir y contribuer. Il y aura bien sûr de l'investissement privé, il y aura toujours les bailleurs sociaux qui doivent continuer à se mobiliser. Nous, de notre côté, on a annoncé le projet de création d'un office foncier solidaire pour, en fait, on découple, on va dire, le foncier et la propriété bâtie pour permettre à des personnes d'accéder à la propriété de manière avec un investissement moins important. Donc c'est tout ça qui fait mouvement et qui nous permet ensemble, j'ai envie de dire, c'est ce réseau-là, c'est cette complémentarité qui va nous permettre d'avancer et de résoudre, on va dire, correctement les choses, ces problématiques. En tout cas, il faut les regarder dans ce sens-là. Effectivement, ce qui a été dit dès le départ, et on va en finir... Il nous reste une petite minute, on va prendre un petit peu plus de temps pour terminer là-dessus. Évidemment, ces problématiques d'emploi, de logement
la Bretagne n'est pas la seule région, évidemment, avec ces difficultés-là. Donc, comment on peut faire pour être, entre guillemets, surmonté un peu plus facilement? On parlait des réseaux, et c'est vrai que, tout simplement, quand vous êtes vus ce matin, la plupart vous connaissiez déjà tous. Et ce qui fait aussi cette force-là, juste en un mot, je vais faire un petit tour de table rapide sur la force du réseau qui peut-être peut permettre justement à la région Bretagne de s'en sortir peut-être plus facilement que d'autres. Monsieur Ribéry. Les organisations patronales et branches qui font réseau, on n'a pas cité tout à l'heure Bretagne Commerce International, qui est un levier important à l'international. On sait aussi faire force et réseau lorsqu'on a parlé de l'écotaxe, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Un sujet, moi je rejoins ce qu'a dit Malo avec l'excellent livre que je vous conseille de notre ami Frédéric Duval. On sait faire les choses, et on sait faire aussi les choses sur le terrain de façon pragmatique, sans forcément trop en parler à l'extérieur. Il y a la discrétion aussi bretonne qui fait qu'on sait être efficace entre nous, on sait constituer des équipes et rester en alerte sur des sujets qui nous préoccupent. Donc ça, c'est vraiment une force. Et quand il y a des personnes qui viennent de l'extérieur ou de l'étranger, dans les entreprises que je gère et que je vois venir sur le territoire, cette force de réseau est très importante. On a beaucoup de conseillers du commerce extérieur, par exemple en Bretagne. Donc il faut savoir les utiliser, user et en abuser. Moi, ce que je dis, allez leur demander, allez voir les chefs d'entreprise, au pire, ils vous diront non. Donc il faut y aller. Donc ça, c'est la force du réseau et le plaisir aussi de travailler ensemble et, comme vous l'avez dit, de se connaître. Et ça, c'est important également. Madame Gézéquel, quand on a évoqué aussi, vous avez dit, notamment à l'aune de cette crise sanitaire, que c'était essentiel et ce qui faisait aussi que vous vous sentiez bien en Bretagne, c'était d'avoir tout ce réseau autour de vous. Ah, tout à fait. De toute manière, on ne peut pas se faire tout seul. Et c'est vrai que nous, on s'est connus à l'APM, qui est une association Enfin, on retrouve des chefs d'entreprise et on peut échanger sur nos problématiques. En fait, on peut tout à fait éviter l'isolement et... oui, et moi j'ai pu créer, enfin vous aviez, je crois Madame Fortin assisté à l'inauguration de C2J, qui était une JV qu'on avait créée justement avec une scierie, parce qu'on voulait collecter, on avait monté une petite unité industrielle qui consistait en fait à collecter les copeaux et sciures d'une scierie pour les transformer, pour faire une matière première importante, enfin essentielle pour le bois composite que nous fabriquons chez Sylvadec. Enfin voilà, et c'était une JV à 50-50 et voilà, on est capable de s'associer, enfin puis après, la vie continue et puis parfois il y a un des acteurs qui va racheter et puis on continue sur d'autres projets. Oui, il y a un réseau qui est très fort et un réseau d'entraide très important et c'est vraiment très appréciable. Malo Boissieu-Dubourg, forcément, vous n'allez pas dire l'inverse. Moi, je suis un petit peu jugé parti. En tout cas, je vois la belle dynamique du réseau Produits en Bretagne qui a une croissance naturelle d'une vingtaine de membres par an, donc c'est un signe aussi. Peut-être garder de la souplesse, puisqu'on a beaucoup de réseaux en Bretagne, et savoir faire de l'inter-réseau quand il y a des projets qui le nécessitent. Et je trouve que l'étude Reloc, ça va être un bon exemple, et je trouve qu'il faut peut-être y réfléchir. S'ouvrir aussi les uns aux autres. Monsieur Balufin, vous parlez de responsabilité sociétale quand on était présent sur un territoire. Oui, responsabilité sociale, c'est un bon mot pour évoquer cette question des réseaux. Brest, c'est 3000 salariés, mais en termes d'emplois directs, indirects et induits, c'est plus de 12 000 emplois soutenus en France, dont 4800 sont dans le Finistère. Donc quand on a 5000 familles finistériennes qui dépendent de l'activité que l'on injecte dans le territoire, on se sent responsable de quelque chose dans la société. Et une manière de matérialiser cette conscience, cette responsabilité, c'est aussi participer à ces réseaux. Alors ces réseaux, ils n'ont pas besoin de Naval Group pour vivre, hein, mais le fait est que c'est un vrai vecteur de développement et de responsabilité. C'est ce qui fait la force du territoire breton. Madame Fortin, mot pour la fin. Pour la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que le réseau, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une capacité d'ouverture et d'intérêt aux uns et aux autres, et de voir ce qu'il en est, sachant qu'on s'enrichit tous des expériences des uns et des autres. C'est bien entendu, et je pense que les exemples qui ont été donnés aujourd'hui, c'est l'illustre complètement. C'est une association du secteur public, des collectivités, du privé, des partenaires. Enfin, c'est vraiment ça qui nous aide à avancer et à avancer collectivement. Et puis, j'ai envie de dire, si on a besoin, on passe une journée au FEB et puis on sait ce que c'est le réseau et l'utilité d'un réseau. Et surtout, évitons l'entre-soi parce que c'est ça qui nous tue. Donc, continuons à travailler, à développer nos réseaux. Et avec ça, tous les atouts de la Bretagne, pas de doute, on va réussir.
Merci beaucoup, effectivement. Vous pouvez me rester 2 jours au FEB, c'est encore mieux encore mieux qu'une journée. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine pour déjà voir tout ce que vous avez réussi à mettre en place et toutes les conversations que vous aurez pu faire dans les différents couloirs du FEB pour échanger, pour travailler ensemble. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller au 2e étage. Il y a une superbe exposition au stand Naval Group du photographe Evan Le Bourdin qui a pu notamment faire de magnifiques photos des bâtiments de Naval Group. Merci beaucoup.